Roland Bouquet, Teddy Puot, Bernard Philippe et Brice Kozinski de venir me rejoindre. Venez. Voilà, Bernard. Alors, Christelle Mollet à mes côtés, pilote de la commission acoustique de l'AFPA. Bernard Philippe de la FCE. Au milieu, c'est Roland Bouquet, le président du SINASAV, le pilote du GT Maintenance PAC à l'AFPAC. Un peu plus loin, Brice Kozinski, pilote du GT Économie Circulaire. Et le dernier, Teddy Puot, Qualit ENR. Voilà, dans cette dernière table ronde, nous sommes presque dans les temps, à quelques minutes près. Et on va commencer, donc, on a eu tout à l'heure quelqu'un qui nous a fait une référence à Cannes. Alors je ne sais plus si c'est Charlton Heston, mais dans les 10 commandements, je crois que c'est lui, dans une vieille version colorisée. Christelle Mollet va nous faire les 10 commandements de la PAC. Ça durera un petit peu moins longtemps que le long métrage de Charlton Heston, mais voilà, c'est à vous Christelle. Merci. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à tous ceux qui sont restés parce que nous sommes sur la dernière table ronde, donc on a encore une heure de discussion et après on pourra vous lâcher. Effectivement, l'AFPAC, vous l'avez compris, dans l'ensemble des discours qui ont été prononcés aujourd'hui, se doit d'informer l'ensemble de la filière, les industriels, les distributeurs, les installateurs, les mainteneurs, mais aussi, plus récemment, nous avons maintenant d'étroites relations avec des associations de consommateurs. Merci à David, d'ailleurs, qui a beaucoup œuvré là-dessus. Et de ce fait, on se doit d'informer aussi ces consommateurs qui, au final, seront ceux qui diront s'ils sont satisfaits ou pas, finalement, de leur pompe à chaleur. Et donc, il y a maintenant quelques années, je crois que ça date au moins d'il y a 4 ou 5 ans, les membres de la PAC ont rédigé les 10 commandements. Alors, on ne les a pas gravés dans le marbre, mais tout comme, en donnant en tout cas des recommandations importantes, notamment sur le fait de sélectionner systématiquement des installateurs qualifiés pour faire poser sa pompe à chaleur, donc des installateurs reconnus garants de l'environnement, RGE, avec différents niveaux de formation, mais en tout cas qualifiés, notamment, on en a parlé déjà tout à l'heure, qui peuvent être certifiés Qualipac par exemple. Et puis également, au niveau des équipements, on conseille fortement de sélectionner des équipements qui sont certifiés. Alors, ils peuvent être certifiés NFPAC ou HP Kimark, il y a différents types de certifications, mais en tout cas, le fait d'être certifié va apporter des preuves aux consommateurs de performance réelle des produits en chauffage et en production d'eau chaude sanitaire, mais également sur le fait que les produits fabriqués par les industriels seront constants dans le temps en termes de qualité, puisque régulièrement, en tout cas tous les ans, les usines des industriels ayant des pompes à chaleur certifiées seront auditées par des organismes tiers indépendants. Et donc, c'est important aussi pour le consommateur de le savoir. Donc, dans ces commandements, vous voyez tout un tas de recommandations. Et évidemment aussi, on recommande de faire jouer la concurrence. Quand on est consommateur, on devra faire plusieurs devis. Je n'ai pas vu qu'ils étaient affichés, les 10 commandements, mais vous pouvez les voir donc en live. Et puis, bien évidemment, on conseille de ne jamais signer un bon de commande sur une foire ou un salon, puisque dans ce cas-là, on ne bénéficie pas d'un délai de rétractation, ce qui est toujours important. Donc, de toute façon, l'installateur sérieux qui vous fera un devis, il aura au préalable visité votre logement pour vous faire déjà une étude thermique et vous faire la bonne sélection de la machine. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler sur tous les recommandations, mais important également, une fois que l'installation est faite et bien faite, évidemment, il faut exiger un contrat de maintenance. Puisqu'on a beau avoir sélectionné le meilleur installateur du monde et la meilleure pompe à chaleur du monde, bien sûr, il faut que cette machine soit correctement entretenue pour conserver ses performances. Juste avant d'aborder la maintenance, un mot sur, ça a été évoqué tout à l'heure avec Dinacité, sur le côté sonore, puisque vous êtes le pilote de la commission acoustique à l'AFPAC. Donc un mot, si on vient à multiplier les PAC comme tout le monde en rêve depuis le début de cette journée pour atteindre les objectifs, voilà, il y aura peut-être aussi des nuisances et des conflits de voisinage. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet ? Exact. Alors, je dirais que l'AFPAC a été précurseur dans ce domaine, puisqu'il y a maintenant déjà plus de 10 ans, la commission acoustique a été créée au sein de l'AFPAC.
notamment pour gérer des actions plutôt préventives, donc donner de bons conseils à suivre pour bien installer, bien sélectionner sa pompe à chaleur, et donc éviter justement les nuisances sonores au voisinage notamment. Et quand je parlais tout à l'heure d'associations de consommateurs, c'est notamment l'association anti-bruit de voisinage, avec laquelle nous avons d'étroites relations actuellement. Et nous avons eu le plaisir d'ailleurs, il y a quelques jours, de participer à un webinaire sur lequel il y avait à peu près 400 personnes de connectées, donc un très gros succès. Et nous avons pendant presque 2 heures parlé acoustique, pompe à chaleur, avec des associations de consommateurs, des acousticiens, des installateurs et des personnes de l'AFPAC. Voilà, donc l'acoustique est un sujet important, et c'est pour ça qu'il y a également aussi, à peu près 3 ans maintenant, nous avons rédigé ce que nous avons appelé le pack silence, donc avec un petit jeu de mots sur le pack, hein, vous l'avez compris. Donc en fait un ensemble de recommandations à l'usage de l'utilisateur, mais aussi à l'usage de l'installateur pour adopter les bonnes pratiques. Donc, hormis le fait de sélectionner la pompe à chaleur, l'installateur qualifié, etc., on recommande évidemment à l'utilisateur, et ça c'est souvent oublié, de faire sa déclaration préalable en mairie avant toute installation d'une pompe à chaleur, que ce soit une pompe à chaleur RR ou RO. Il faut faire cette démarche, elle est très simple, mais il ne faut pas l'oublier, parce qu'après ça peut évidemment générer des problèmes avec le voisin. Merci Christelle Mollet. Je passe la télécommande à Roland. Voilà, c'est pour. Merci Christelle, vous, merci Jérôme. Jérôme. Et donc avec vous, Roland, c'est le plus gros bouton, le vert, pour passer à la slide suivante. Avec vous, vous êtes le pilote du GT Maintenance. Évidemment, on va revenir sur un de ces enjeux majeurs. Les packs, il y en a déjà, mais on les pose de plus en plus. Et il y a une obligation de maintenance maintenant tous les 2 ans. Alors évidemment, il va falloir du monde pour faire tout cela. Oui Jérôme, bonjour à toutes et tous. Un petit mot, je devrais quitter la table ronde après mon intervention. Donc désolé, je ne pourrai pas aller jusqu'au bout. J'ai un avion qui m'attend. Alors, je vais me faire tirer l'oreille par M. Jancovici. Mais bon, écoutez, voilà, en tout cas, ravi d'être présent aujourd'hui, cette belle journée. Je tiens quand même à remercier encore Olivier Dekens pour sa passion et son énergie, ainsi que Jason pour leur intervention précédente. Alors oui, pour ceux qui me connaissent, on va parler un peu de maintenance. Donc pour reposer le contexte, effectivement, nous avons créé en janvier 2021 une attestation d'entretien pour les pompes à chaleur, attestation d'entretien estampillée AFPAC. Suite à quoi? Suite à l'arrêté du 20 juillet 2020 et également au décret qui s'en est suivi le 28. Eh bien, les participants donc, de ce GT Maintenance PAC, au sein de l'AFPAC, que j'ai l'honneur en tout cas de piloter, on décide de poursuivre les travaux, notamment, alors avec un communiqué important sur finalement une tentative de simplification, vulgarisation, eh bien de quoi? De l'interprétation des textes relatifs à la maintenance des PAC. Et également à leur contrôle d'étanchéité. Alors, pourquoi me direz-vous? Bien parce qu'on a des remontées terrain. Alors là, pour mes petits copains de la CAPEB, de la FFB, du SNEFCA, eh bien, effectivement, nos adhérents nous font remonter des informations et des questions, surtout en disant quel technicien puis-je envoyer sur une maintenance, sur un entretien? Est-ce qu'il faut faire un contrôle d'étanchéité ou pas, etc. Donc, c'est vrai qu'on a une superposition de textes. Et donc, eh bien, on a vraiment, dans ce GT, décidé de créer un communiqué simple, facile, pour ensuite faire redescendre l'information auprès des entreprises, bien sûr, pour aider aussi au choix, je dirais, des techniciens et de leur qualification. Également, en 3, vous voyez la création en cours d'un contrat spécifique PAC hybride. Alors, on en a parlé ce matin. Contrat 2 en 1. Et oui, il existe le contrat historique gaz, fuel, le contrat également PAC, que nous avions créé à l'époque dans le GT Maintenance. L'idée, c'est de les réunir. On a des choses redondantes dans les 2 contrats. Et dans un souci, encore une fois, de simplification, l'idée, c'est de créer vraiment un contrat à l'image de la PAC hybride, 2 en 1. Et puis, enfin, un projet de création d'un guide AFPAC eh bien, sur le contrôle, le traitement de la qualité des boucles d'eau dans les circuits,
Vous savez que depuis le fameux 28 juillet 2020, il y a donc une obligation d'entretien des pompes à chaleur tous les 2 ans, que nous avions recommandé avec M. Olivier David à l'époque. Et dans ce contrôle, dans la checklist de contrôle, nous avons une vérification visuelle de l'état de l'eau de la boucle à eau chaude dans l'installation. En fait, quand on fait un entretien, et ce n'est pas Jason qui va me contredire, on doit gonfler le vase d'expansion, donc on doit casser la pression. On ne vidange pas complètement, mais on casse la pression. On récupère un petit peu d'eau de l'installation et on vient contrôler finalement l'état de l'eau et on montre au client et, si nécessaire, préconiser auprès donc, du client un désembouage. Voilà, en 5, je tenais à remercier bien sûr mes amis du groupe de travail qui me supportent lors de chaque réunion. Alors on voit ici le cercle vertueux de la maintenance qui tourne. Donc ça, c'est un petit rappel effectivement de ce que je viens de dire avec le fameux triptyque, parce que je crois que c'est ça, c'est 3, Jérôme, aujourd'hui. On est en train d'essayer de les hypnotiser, c'est ça en fait. C'est ça, regardez bien le cercle. Regardez le cercle. Alors le projet de création d'un guide AFPAC, je l'ai dit, sur le contrôle, traitement et qualité d'eau des boucles. Petite chose aussi à ce niveau-là. C'est Cyril Radici qui a fait le PowerPoint. PowerPoint. Non, c'est Vincent De Vos. Bon, d'accord. Oui, sur l'embouage des circuits, une chose importante, ce n'est pas encore un scoop, mais nous sommes sur une étude, en tout cas pour créer un C2E désembouage. Nous avons ouvert une fiche d'opportunité au sein de la T2E, ça fait à peu près une bonne année, avec un dossier de 30 pages, des études mathématiques qui modélisent finalement un état d'embouage dans une installation. Et puis, donc, nous avons voilà, le projet donc, de voir aboutir ce C2E désembouage, qui serait une première, parce que ça serait un C2E sur une prestation de service et non pas sur du matériel. Donc, bien sûr, ça ferait du bien aussi à la profession de standardiser la fiche et l'acte de désembouage avec la pose d'un filtre, l'utilisation d'une machine à désembouer, le traitement également de l'installation pour assurer la pérennité du désembouage. Donc, je vous l'annonce, affaire à suivre au prochain réunion bâtiment de la T2E en juin. Deuxième chose, je l'ai dit, le contrat PAC hybride. Et ensuite, le fameux communiqué pour faire un peu de didactique auprès de la filière sur l'entretien des PAC. Donc, les PAC, eh bien, l'objectif de la filière, il est simple, c'est d'avoir 100% du parc entretenu. Tout à la fois, réussir à faire quoi? À répondre et être à la hauteur des décisions réglementaires, liées donc au fameux décret de l'entretien des PAC, donc de 4 à 70 kg. Tout à la fois réussir aussi à continuer à entretenir les appareils fossiles, parce qu'on l'a dit tout à l'heure avec Yves de Dynacité, mais les appareils fossiles qui sont en place, il faut bien continuer à les maintenir, auxquels s'ajoutent bien sûr les PAC en mise en œuvre et en rénovation. Et enfin, répondre aux attentes de l'État. Ça va faire bientôt 2 ans. Et oui, juillet 2020, on arrive bientôt en juillet 2022. Ça fera 2 ans que le décret est sorti. Et donc là, on aura aussi à cœur dans le groupe de travail de montrer un peu le chemin parcouru, de faire un état des lieux du parc entretenu. Donc on a des pistes, en tout cas, de travail sur le GT à venir. Alors tout à l'heure, ce matin, M. Jancovici nous a parlé de Ironman. Écoutez, moi je vais vous parler de Musclor PAC. Chacun ses références. Et sa génération surtout. C'est ça. Le voilà, il est là, il est beau. Alors lui, il n'a pas une armure. C'est un peu de la gonflette. Mais en tout cas, bon, vous l'aurez compris, je crois que l'objectif, c'est 100% des PAC entretenus. Un petit rappel, entretenir sa PAC, en fait, faire entretenir sa PAC par un expert, c'est maintenir ses performances dans le temps. Ça, c'est fondamental. Éviter les contre-références. C'est allonger l'espérance de vie du matériel. C'est garantir le confort de l'utilisateur. Et puis, c'est respecter, on l'a vu tout à l'heure avec l'arrêté, et avec toute notre belle journée, c'est respecter la promesse décarbonée. Donc voilà, on voit un petit docteur qui prend la température ou
en tout cas le pouls plutôt de la PAC, et muscle leur PAC est en forme parce qu'il est bien entretenu. Elle est bien entretenue. Voilà. Alors, un petit rappel aussi sur finalement, parce qu'on a fait une petite étude au CINASAM sur l'origine des pannes. Donc là aussi, on a le chiffre 3 qui ressort, Jérôme, décidément aujourd'hui. Alors, ça c'est important, je voulais vous faire remonter ça. 3 origines des pannes. Une panne sur 3 aujourd'hui, elle est due à l'usure normale du produit et de ses composants. Voilà, l'usure naturelle. Alors, effectivement, on n'a pas beaucoup d'actions possibles, hormis peut-être de remplacer les pièces d'une façon préventive. Une panne sur 3, également, eh bien, est causée par un événement extérieur. Donc, c'est un désordre électrique, une surtension, des conditions climatiques, du vent, d'inondation, une intervention d'une personne non qualifiée, une personne extérieure. Donc là, effectivement, pas grand-chose à faire non plus. Et puis, le dernier tiers, eh bien, c'est un défaut d'entretien. Donc, voilà, je l'ai cité dessous, on a des filtres encrassés, installations en bouée, en tartré, des cordes chaudes, des échangeurs bouchés, voilà, et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est une réalité, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être un petit peu plus zen, pour que la filière demain soit un peu plus zen, pour que nos clients soient un peu plus zen, pour que Yves de Dynacité soit un peu plus zen sur ses packs individuels, eh bien, une panne sur 3 donc, pourrait aujourd'hui être évitée si l'entretien était fait régulièrement. Donc, c'est vrai que je martèle ce discours depuis quand même maintenant pas mal d'années, que je suis à l'AFPAC et notamment au sein du GT Maintenance PAC. Mais je crois que voilà, aujourd'hui, c'est très très important. Il faut en avoir conscience. On a un parc qui, et tant mieux finalement, hein, qui augmente considérablement, avec une évolution sous influence. Alors sous influence, pourquoi en fait, on a effectivement, on l'a rappelé aujourd'hui, des annonces et des mesures gouvernementales fortes en faveur des PAC. Donc, on a une augmentation. Ça clignote. Ça n'est pas fini. Le prix des énergies fossiles, ben oui. Donc, ça fait que ça augmente. La décarbonation, bien sûr, un sujet majeur pour 2050. Et puis, le petit dernier, c'est la fin du gaz russe en fin d'année. Donc, ça en fait. Donc là, écoutez, prenez votre planche de surf. Et on va essayer de surfer sur le raz-de-marée des PAC qui va arriver. Mais tant mieux, on va se féliciter. Simplement, il ne faut pas se faire engloutir. Il faut rester sur la vague, il faut surfer. Et pour ça, le défi, c'est encore une fois d'entretenir 100% du parc de pompes à chaleur en France. Voilà. Ça fait penser à l'été un peu. Oui, c'est bien. Un peu de fraîcheur pour terminer la journée. Voilà, merci. Merci beaucoup. Roland Bouquet, je vous débouque, Roland, pour que vous puissiez prendre votre avion dans lequel vous ne croiserez pas Jean-Marc Jancovici, si on a bien tout compris ce qu'il nous a dit ce matin. Merci beaucoup. Et voilà, puisque vous prenez un avion à 18h, donc il va peut-être falloir y aller. C'est pour ça qu'on a un peu inversé l'ordre, le départ. Teddy Puot, le délégué général de Qualite-ENR, aurait peut-être pu intervenir en deuxième position, puisque avant de les entretenir, il faut quand même les installer. Et pour ça, il faut des installateurs qualifiés. C'est justement le propos que vous allez tenir sur le nombre de qualifs et la progression aussi nécessaire si on veut suivre le mouvement. Exactement. Merci à l'AFPAC pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter, si on veut bien, un petit bilan. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les chiffres. J'en ai mis beaucoup, mais je ne vais pas tous les citer. Rassurez-vous, je sais que la journée a été longue. Mais c'était l'occasion pour cette journée de faire un petit retour sur 10 années de RGE. En fait, en 2022, on a 10 ans de retour d'expérience sur les RGE. Tout le monde ne l'a peut-être pas suivi, mais c'est cette année. Et comme vous pouvez le voir, sur les pompes à chaleur ici, Qualite-ENR, on représente à peu près entre
De manière générale, dans les énergies renouvelables, au niveau des qualifications, entre 70 et 100% déqualifiés. On est historiquement placé. On a récupéré la gestion de cette marque Calipac qui avait été créée par l'AFPAC. Et vous pouvez voir ici la progression entre 2012 et 2021 du nombre de qualifications demandées à qualité ENR. Et vous voyez notamment la marche qui a été franchie en 2019 avec 8700 qualifications demandées versus 5000 les années précédentes. C'est un gap énorme et qui s'est traduit en termes de nombre de qualifications délivrées de la manière suivante. On est parti de 1790 qualifications délivrées par an pour la pompe à chaleur en 2012 à une année record en 2021 où c'est plus de 10 000 professionnels qualifiés qui ont été donc reconnus Calipac en 2021. C'est une multiplication presque par 6 du nombre de professionnels. Et quand on voit, je pense que vous avez dû voir aujourd'hui les chiffres sur le marché, on sait qu'il va nous falloir encore des bras pour faire face à l'afflux de demandes. En tout cas, la progression, elle est nette. Ici, je parle d'entreprise, je ne parle pas de personnes. Donc on affiche aujourd'hui sur notre site internet plus de 10 000, et à vrai dire même au moment où je vous parle, plus de 11 000 professionnels, entreprises qualifiées Calipac. Cette progression, elle est constante et elle est vraiment due aussi aux dispositifs incitatifs qui ont pu se mettre en place. Et on le voit là de manière très nette sur la mise en place du coup de pouce pour le remplacement des chaudières gaz et fioul. Et forcément, dans le contexte actuel, on s'interroge, même si on sait que le marché est très dynamique, on peut s'interroger sur les réticences qu'il peut y avoir de certains obligés de ne pas signer le fameux coup de pouce pour le remplacement de chaudières gaz et fioul. L'objectif de cette intervention, c'était de présenter un peu les audits aussi. Donc pour moi, je vous ai fait de la même manière un bilan sur ces 10 dernières années. Et comme vous pouvez le voir, le nombre de contrôles s'est largement renforcé. Et j'ai envie de dire, c'est que le début. C'est que le début pour les volumes d'audits, puisque les règles sur les audits ont évolué l'année dernière et vont rentrer en application pour nous principalement en 2022. Et on va vers une multiplication par 2 du nombre d'audits réalisés. Comme vous l'avez vu, le nombre de professionnels a augmenté, les deux combinés. Normalement, on devrait avoir des volumes assez importants à vous présenter en nombre d'audits. Et vous savez par ailleurs que des dispositifs de contrôle ont été mis en place pour les obligés. Donc on va avoir un retour d'expérience vraiment colossal sur les pompes à chaleur, les pratiques, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Et ça va être vraiment intéressant de faire ce bilan et puis de travailler vite et dur là où on va voir que le bas blesse et qu'il va falloir communiquer ces bonnes pratiques. Et je suis convaincu que l'AFPAC sera mobilisé. En tout cas, multiplié par 10 en 10 ans, c'est un gros effort qui a été fait et qui nécessite aussi de construire dans le temps des partenariats avec des organismes de contrôle en capacité de réaliser ces audits. On parle souvent de la pénurie de main-d'œuvre pour les installateurs, pour la maintenance, mais en réalité, c'est la même chose aussi pour les contrôleurs qui, sur le terrain, doivent être formés, doivent être suivis pour réaliser des audits de qualité. Dans le cas de qualité ENR, nous, les audits sont réalisés uniquement par des organismes de contrôle accrédités, dont c'est le job, qui ne font que ça pour des raisons d'indépendance. Et ça nécessite de trouver les ressources pour vous donner des ordres de grandeur et la mobilisation qu'il y a derrière. On est passé entre 2021 et 2022 de 20 auditeurs habilités à 80 au moment où je vous parle, rien que sur la pompe à chaleur, qui sont répartis sur tout le territoire français. Alors ces audits, ce qu'on constate ici, c'est l'évolution de la qualité des résultats. En fait, je vous ai représenté année par année le pourcentage d'audits qui ne présentent soit aucun défaut, soit quelques défauts mineurs. L'enseignement qui se cache derrière ce graphique, c'est que déjà, globalement, en 10 ans, on voit qu'on reste sur une fourchette de 74 à 86% d'audits qui n'ont aucun ou quelques défauts mineurs. Et ça, c'est déjà plutôt rassurant, parce que l'année dernière, quand on a vu l'envolée du nombre de demandes que je vous ai présentées à l'instant, on était très inquiets et on se demandait est-ce que ça ne va pas être la catastrophe dans les pompes à chaleur. Eh bien non, ce n'est pas ce qu'on constate. Certes, on a une perte, et on s'en doutait un peu
Depuis 2019, on voit que ça descend. Mais en réalité, ce qu'on constate, nous, quand on affine, c'est qu'il y a des courbes d'apprentissage qui existent et qui existent dans toutes les filières, et même dans la filière du gaz avant la création de Qualité ENR, et qu'en fait, c'est la même courbe d'apprentissage qui, sur les nouveaux, s'opère, et il se cache derrière des gens qui ne font plus d'erreurs, et il se cache dans les nouveaux ceux qui font les mêmes erreurs quelque part, qu'on n'arrive pas à complètement éradiquer. Et donc tout l'enjeu, c'est d'auditer rapidement ces entreprises pour qu'elles aient un retour d'expérience sur leurs pratiques le plus vite possible, et qu'elles évitent de faire les erreurs qu'on constate, et puis de les suivre. Pour information, dès qu'il y a des audits qui ne sont pas verts, donc dès qu'il y a des audits qui présentent des écarts majeurs, ça implique nécessairement des contrôles supplémentaires jusqu'à déjà, dès qu'il y a un contrôle, il faut que ce soit corrigé, et 2, tant qu'il y a des audits rouges, on reviendra pour contrôler l'entreprise, sachant que dès qu'on a 2 contrôles qui sont négatifs, l'entreprise devra repasser par la case formation. C'est quelque chose qui existait historiquement à Qualité ENR et qui est d'ailleurs devenu une exigence pour tous les organismes de qualification. Quand on voit des écarts qui sont graves, il faut retourner en formation au bout d'un moment, parce que vraisemblablement, il y a des lacunes. En tout cas, on est impatient d'avoir les retours sur la campagne 2022 au regard des volumes qui vont être présents et aussi parce qu'on va être amené à auditer du coup toutes les nouvelles entreprises qui sont rentrées en 2021. Alors, les résultats. Les résultats, c'est pas de chance. À 3 jours près, je vous donnais les résultats de 2021. Mais malheureusement, mon rapport pour le ministère prime et on ne communique jamais avant le ministère. Mais je pourrais les communiquer à l'AFPAC pour que ce soit diffusé. Même pas une petite tendance, rien. Les petites tendances, on constate qu'il y a des écarts qui persistent dans le temps. Et il y a peu de chances que le top 5 bascule. En tout cas, vous retrouverez principalement ces écarts-là l'année prochaine. Alors, je ne vous dis pas dans quelle proportion ni dans quel ordre, mais vraisemblablement, ils seront encore là. Là, c'est les écarts majeurs. On trouve des problématiques d'absence sur l'étude thermique du bâtiment. Et il y a fort à parier que les nouveaux venus dans le monde de la pompe à chaleur, qui viennent d'horizons où le dimensionnement se faisait parfois au doigt mouillé. Parce que le matériel et l'installation le permettaient. C'est-à-dire que on pouvait surdimensionner, ça ne posait pas de problème. Il est clair qu'ils vont avoir un petit peu plus de problèmes sur ces filières-là, et c'est pour ça que c'est important aussi de revenir rapidement vers eux. L'absence de certificat de capacité de manipulation des fluides frigorigènes dans 6% des audits qui apparaît. L'absence de disconnecteurs, c'est assez surprenant, puisqu'on est sur les bases du métier de chauffagiste, mais néanmoins, on sait que le disconnecteur, ça casse les pieds à un certain nombre d'installateurs, mais il faut le mettre, c'est une obligation réglementaire. S'il y a un contrôle d'étanchéité qui est obligatoire, absence d'une fiche d'intervention pour la manipulation des fluides ou le CERFA, et absence de protection contre les surintensités pour chaque circuit. Là, ça apparaît dans une moindre mesure, j'ai envie de dire heureusement, mais c'est un point qui est récurrent et qu'on retrouve dans toutes les filières. Donc ça, c'était les principaux écarts majeurs, donc ceux qui font qu'on n'est pas en audit vert. Et je vous ai présenté donc, le top 5 des écarts mineurs. Qui seront les mêmes en 2021 ? Qui seront en grande partie les mêmes. Alors nous, on a beaucoup travaillé sur le PV de réception. Le PV de réception, on l'a mis maintenant comme un outil de communication. Chaque entreprise qui est qualifiée, elle a un petit kit, elle a son autocollant à mettre sur le camion, des flyers, etc. Et ben, on lui a enlevé des affiches et des petits flyers, on lui a mis des PV de réception. Il y a toujours le logo en haut, il pourra communiquer dessus, mais en tout cas, on espère vraiment que ces outils-là qui sont à disposition, je sais que les organisations professionnelles en proposent aussi. C'est important, c'est à partir du PV de réception que les garanties se déclenchent. Et donc, il faut que le document soit correctement rempli. On constate quand même que sur une installation sur 5 en 2020, il n'y avait pas de PV de réception, donc c'est quand même pas anodin. Il y a un vrai chantier, l'étiquetage sur la nature du fluide, l'absence du rapport de mise en service, des volumes. On est hors volume chauffé, absence d'isolant sur les canalisations et des problématiques de dimensionnement du vase d'expansion.
je vous ai ajouté une diapo, parce que je sais que c'est un sujet qui nous intéresse, d'ailleurs c'était le sujet de la table précédente, c'est la compétence, c'est les bras disponibles pour pouvoir installer ces systèmes-là. On a la chance, dans notre filière, et dans les énergies renouvelables de manière générale, d'avoir des formations obligatoires pour les référents techniques, qui sont des formations au métier, qui sont des formations techniques, avec de la théorie, de la pratique, aussi bien dans la formation que dans les évaluations. Ça n'existe pas pour aujourd'hui être RGE dans le gaz, ça n'existe pas pour l'isolation. Vous avez la formation Rénov qui est très transverse. Cette formation dans les pompes à chaleur, c'est la plus exigeante parce qu'elle couvre beaucoup de domaines, l'hydraulique, le froid, le chauffage, l'électricité. C'est une formation de 5 jours. Et ici, vous avez le nombre de stagiaires qui ont été formés dans les organismes qu'on agrée, qu'on contrôle, dont on vérifie qu'ils ont les moyens, à savoir des formateurs compétents, des plateformes pédagogiques pour faire ces travaux pratiques, et où on vérifie aussi qu'il n'y a pas de fraude au niveau des stages. Il faut que vous sachiez que qualité ENR, on a 3 procès en cours avec des organismes de formation qui font tourner des planches à attestation de réussite. Et ça, c'est un vrai problème, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. On voit finalement cette éco-délinquance qui se développe de manière verticale et qui intègre finalement, qui vient polluer finalement cette logique de formation. Donc on est extrêmement vigilant. Moi j'ai 2 ingénieurs qui passent la moitié de leur semaine sur le terrain auprès des organismes de formation pour faire des contrôles. Il m'a semblé voir des responsables d'organismes de formation dans la salle. Pour échanger avec eux, c'est des contrôles où on passe 1 journée, 2 journées à éplucher les dossiers, à suivre ce qui se passe. C'est important parce que se joue derrière toute la qualité, le contrôle de la compétence des entreprises sur la mise en œuvre de ces systèmes-là. En tout cas, le point positif, c'est que hors Covid, en 2020, les volumes de stagiaires formés sont importants et ils augmentent. On constate encore qu'en 2022, on a une très forte activité en ce qui concerne la formation dans la pompe à chaleur. Sur 10 ans, c'est plus de 30 000 référents qui ont été formés. Et on sait qu'il y a encore du boulot sur ce sujet. Voilà, j'ai mis ces diapos-là. Je ne vous ai pas fait de retour sur les réclamations. On entend souvent que ça peut aller mal ici et là. Sachez en tout cas que qualité ENR, on a une obligation de traiter les réclamations et que ces réclamations, concrètement, elles sont en hausse. Désolé, c'est une mauvaise nouvelle. Mais elles augmentent beaucoup moins vite que le nombre de qualifiés. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et elles représentent 1%, en tout cas elles concernent 1%, 1,3% même pour être précis, de nos professionnels. Elles donnent lieu à des suites, elles donnent lieu à des audits sur signalement, dès lors que c'est technique. Mais en tout cas, on n'est pas du tout sur ce qu'on peut entendre ici et là. Et les craintes qu'on avait l'année dernière, aujourd'hui, dans les chiffres, n'apparaissent pas. Merci beaucoup, Teddy Puot, le délégué général de Qualité ENR. Je passe maintenant la parole à Bernard Philippe. Alors, on a vu, il était question d'attractivité et de qualité. Donc, pour une filière bien structurée, il nous faut évidemment des commandements, il faut une ligne directrice, il faut des bras, il faut des gens formés à la maintenance. Il y a aussi des installateurs qualifiés. Puis, il y a le choix. C'est sur ce sujet que vous allez nous intervenir, le choix des fluides frigorigènes. Ça a été un peu abordé ce matin, rapidement, très légèrement, mais voilà, c'est donc vous qui allez en parler avec un peu plus de temps. Je vais essayer, ouais. Bonsoir à tous, on arrive à la fin de la journée là. Je vais faire 2 points, je vais parler un peu du choix des fluides frigorigènes, un peu des tendances qu'on voit aujourd'hui, et puis le deuxième point, ça va être sur la réglementation, les réglementations qui évoluent, et on en a pour quelques mois, voire quelques années devant nous pour s'adapter. Il n'y a pas de fluide universel. Le froid, le conditionnement d'air, la pompe à chaleur, c'est une panoplie d'applications dans tous les domaines, et des applications vitales. On pense à l'agroalimentaire, on pense à la santé, on pense à la sécurité, la communication. Aujourd'hui, sans les data centers, on ne pourrait plus travailler, on ne pourrait plus vivre. Et la pompe à chaleur aussi, c'est un paquet d'applications différentes. Ce n'est pas simplement la pompe à chaleur résidentielle qui fait quelques kilowatts, c'est la pompe à chaleur tertiaire qui va faire quelques dizaines, voire quelques centaines. C'est la pompe à chaleur industrielle qui va être dans les usines pour des process ou pour des zones de nettoyage qui va faire quelques centaines de kilowatts. Et puis, c'est comme un Enertherm à la Défense, on va avoir une pompe à chaleur qui fait 9 mégawatts, de l'eau à 90 degrés pour des réseaux de chaleur. Et donc, c'est bien évidemment que
pour toutes ces applications-là en pompe à chaleur, on ne va pas avoir un fluide universel, il n'existe pas. Celui qui le prétend ment. Donc on a forcément une palette de fluides à utiliser et le choix, il se porte comment? Il se porte d'abord par l'efficacité énergétique. On se focalise beaucoup sur le fameux GWP, PRP. Je tiens à rappeler que nos systèmes ne sont pas faits pour fuir, ils sont faits pour être étanches. Et donc l'effet direct du fluide frigorigène PRP, GWP, c'est lorsqu'il fuit. Donc ce n'est pas la priorité sur laquelle il faut se battre. C'est une priorité importante parce que moins ça fuira, mieux c'est. Et ce qui fuit, si l'effet est faible, mieux c'est. Mais ce qu'il faut regarder, c'est l'efficacité énergétique. Un fabricant, aujourd'hui, un installateur, va regarder l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que son fluide frigorigène, combien de kilojoules par mètre cube il va avoir pour dimensionner son compresseur, par exemple. Il va regarder aussi côté sécurité. On a plein de fluides aujourd'hui. On a des fluides qui sont non toxiques, non inflammables, des fluides qui sont un petit peu toxiques et inflammables, d'autres qui sont très inflammables, d'autres légèrement inflammables. Donc ça, il faut le maîtriser. Ils ont chacun leur place. Chacun leur place par application. Ça veut dire aussi chacun leur place par application, mais par formation. On parlait tout à l'heure, les gens, il faut qu'ils soient qualifiés pour manipuler. Et on va choisir aussi un fluide par rapport à sa réglementation. On est dans des sites ici, c'est un ERP, donc il y a des règles particulières en ERP sur les fluides. Il y a des blocages sur les IGH aujourd'hui. En IGH, on ne peut pas mettre un fluide qui est inflammable du tout. Donc c'est en train d'évoluer, mais très doucement. Donc voilà, le choix d'un fluide frigorigène pour un fabricant ou pour un installateur, c'est pas simple. C'est pas le PRP, c'est pas parce que je vais mettre le propane qui a un 3, c'est la meilleure solution pour toutes les applications. Mais le propane va trouver son intérêt en monobloc, pompe à chaleur. Il peut être très top, à condition que l'efficacité énergétique de la machine est intéressante. Sur du RR, on va faire attention à ce qu'on va mettre. On ne va pas mettre du propane dans l'atmosphère ici, par exemple. Enfin, j'aurais du mal à imaginer. Donc tout ça, ce sont des critères que le fabricant et l'installateur doivent se poser comme question. Le bureau d'études en amont doit aussi se poser ces questions-là. Il doit être un peu novateur. Il a tendance à être un peu de conservateur aujourd'hui, mais il faut qu'il soit un peu plus novateur sur ce sujet. Donc, l'efficacité énergétique, pourquoi c'est primordial? Parce qu'on va mesurer l'effet de serre global sur l'ensemble du cycle de vie de l'appareil. La partie effet de serre direct, c'est 25%, 20%, voire même de l'effet de serre global de l'installation. Donc l'efficacité énergétique doit primer sur le choix des installations. Et la pompe à chaleur a toute sa vie, toute sa trace, et elle est là, et elle a un rôle primordial à jouer dans la transition énergétique. On a parlé beaucoup de maintenance. La maintenance, c'est là aussi un effet énorme sur l'efficacité énergétique. Si c'est mal maintenu, ça va mal marcher, ça va consommer trop. Un échangeur encrassé, qui va provoquer 1 degré de plus en condensation ou 1 degré de moins en évaporation, c'est 2 à 3% de plus en énergie consommée dans la compression. Donc la maintenance, c'est vital sur l'efficacité énergétique, c'est vital sur le cycle de vie de l'installation. Il n'y a pas que la fabrication, il n'y a pas que la conception, il y a bien conduire, bien maintenir, et bien nettoyer et bien entretenir. Les tendances qu'on voit aujourd'hui sur les pompes à chaleur en résidentiel, c'est clair, et Christelle nous avait présenté à la dernière réunion plénière les tendances. On voit une évolution vers des fluides à faible GWP, notamment le R32 qui trouve sa place naturellement dans le RR. On voit le propane arriver tranquillement dans les monoblocs également, mais encore une fois pas partout. On voit dans les chillers, dans le tertiaire, des HFO arriver comme le 1234Z2. Dans les très grosses puissances, on va aussi trouver des HFO. Il arrive qu'on trouve de l'ammoniac également en réseau de chaleur, quand c'est possible. Donc voilà, en tant que frigoriste, en tant que thermicien, on a besoin de cette panoplie-là. On est comme un peintre et on va choisir la bonne couleur par rapport à où on se trouve, par rapport à l'efficacité qu'on recherche, par rapport au niveau de température recherché. Les pompes à chaleur, on ne cherche pas toujours le même niveau de température, donc ce ne sera pas toujours le même fluide qu'on va adapter, et c'est logique. Il y a beaucoup de recherches qui se font aujourd'hui sur les pompes à chaleur très haute température. On va chercher les 120, 130 degrés. C'est pourquoi? C'est pour demain remplacer les chaudières dans les process agroalimentaires, par exemple. Et là, on ne va pas utiliser n'importe quoi comme fluide. Donc on a besoin de cette panoplie, on a besoin de cette palette. Ça évolue bien. La profession a fait des progrès énormes en quelques années. Les recherches-développement ont été majeures. Les opérateurs qui font l'installation, qui font la maintenance, se sont formés. Ils ont des capacités au niveau des entreprises, aptitudes au niveau du personnel. Donc la profession a fait vraiment des efforts fantastiques en 10 ans, et grâce aussi à la réglementation. Voilà pour la situation sur les fluides frigorigènes aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire. Maintenant, les réglementations. Donc, on a parlé ce matin de la révision de la F-Gaz. Donc, la F-Gaz, règlement européen. Il est à sa deuxième révision. La première révision avait eu lieu en 2013-2014. Entre le moment où le texte est sorti et le texte a été voté, entériné, ça avait pris 18 mois à l'époque. Donc, voilà. Là, le texte de révision proposé va sortir le 5 avril. Si vraiment ils veulent que ça sorte la semaine prochaine.
Et là, c'est vous dire qu'on va avoir plusieurs mois pour ouvrir de la palabre. C'est vraiment de la palabre, on va discuter, on va essayer d'orienter aussi les textes correctement et pas faire n'importe quoi, parce que la barre est haute et l'objectif est très haut. Donc, je reviens sur les années passées, la filière a fait des progrès super, à tout niveau, fabricants, installateurs, mainteneurs. Il ne faudrait pas que ces révisions de réglementation qui arrivent brident l'industrie dans ces belles solutions qu'elles ont su développer en quelques années. Donc, une des craintes que moi je peux avoir, c'est de dire, voilà, on va brider, et ça peut limiter le développement, ça peut limiter la recherche. Je ne l'espère pas. Alors, dans les tendances qu'on peut imaginer dans ce texte, il y a eu quelques fuites, et puis des fuites volontaires qui ont été créées par la Commission, ils font ça à chaque fois. Donc, on voit qu'ils veulent accélérer ce fameux phase-down. Alors, à savoir que la F-Gaz, c'est 2 piliers. Il y a un pilier, c'est limiter l'usage, et l'autre pilier, c'est avoir des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est contrôler l'étanchéité, c'est confinement, c'est traçabilité, c'est mouvement de fluide. Limiter l'usage, c'est le phase-down, limiter la mise sur le marché de fluides HFC en tonnes équivalent CO2, pas en quantité. C'est faire des interdictions, donc on en a aujourd'hui dans la réglementation actuelle. Donc ils travaillent sur ces 2 piliers-là, et dans le cadre de cette révision qui est en cours. Les volontés qu'on voit apparaître pratiquement de tous les gouvernements, c'est de dire, voilà, on peut peut-être accélérer le phase-down. Okay, on va voir, la pente, elle peut avoir différentes inclinaisons. Voilà, il ne faudrait pas que ce phase-down se transforme en phase-out, et que ce ne soit pas un phase-out déguisé. Donc c'est une des craintes, il faudra qu'on se batte là-dessus, parce que la filière du froid et la filière de la pompe à chaleur a besoin de cette panoplie de fluides. Et encore une fois, il faut qu'on ait des pompes à chaleur qui soient les plus efficaces possibles au niveau énergétique, pas forcément celle qui a le fluide, qui a le plus bas PRP, parce qu'on n'a pas des machines qui sont conçues pour être fuyardes. Donc voilà, on a certainement une visibilité sur cette pente là qui va s'accroître, ça se dessine. Dans les mises sur le marché, c'est pas clair. Là, il nous provoque un peu sur différentes seuils de puissance, et savoir qu'il mettrait des interdictions toujours par rapport à ce GWP. Je ne vais pas donner de valeur. Sur les aspects bonnes pratiques, aujourd'hui, les fluides HFC sont contraints par des règles de contrôle d'étanchéité, par des règles d'attestation de capacité pour les entreprises, d'attestation d'aptitude pour les techniciens. Demain, ces règles-là vont peut-être être étendues à tous les fluides, à toutes les alternatives. Il n'est pas juste de dire qu'il n'y a que les HFC qui doivent être bien contrôlés, bien maintenus. C'est logique qu'on puisse étendre à l'ensemble des fluides. Donc c'est une tendance qui est un peu globale aussi au niveau des États membres, c'est de dire que voilà, faut favoriser l'alternative pour qu'elle se développe. Mais si on veut les favoriser, il faut aussi donner les compétences au terrain de les utiliser correctement. Et ce qui va dans le bon sens, c'est ce qui est logique. Donc voilà un peu les tendances. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on laisse à l'industrie sa capacité de développer, sa capacité d'innover, et pas qu'on la bride par rapport à des valeurs qui seraient péremptoires et pas forcément justes. Donc voilà, à partir du 5 avril, on va tous se battre, on va tous analyser ces pages-là. On a le temps, parce que ça va durer longtemps, mais ça va être un circuit politique. Il faudra qu'on soit ensemble, et aujourd'hui on travaille bien avec les associations tous ensemble, donc il faudra qu'on poursuive ces actions-là auprès des autorités, et qu'on ait une réglementation qui nous aide encore à évoluer, parce qu'on a bien évolué en quelques années, mais pas une réglementation qui nous contraigne à avoir des solutions qui ne seraient pas les mieux adaptées. Voilà. Merci Philippe Bernard. Brice Kosinski, depuis ce matin, nous avons vu que la pompe à chaleur était une actrice fort attendue dans la transition énergétique, mais c'est aussi une actrice de l'économie circulaire. Et vous allez dire dans quelle perspective elle s'inscrit dans cette économie circulaire. Je me souviens qu'on avait reçu un député il y a fort longtemps dans une JPAC 3 ou 4 à la SACEM, 4 à la SACEM me semble-t-il, je l'ai perdu son nom, mais c'est vous qui allez nous en parler mieux que moi. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu une première publication effectivement de l'AFPAC, donc la pompe à chaleur sous le prisme de l'économie circulaire. Donc, ce GT en fait est la suite de ces travaux. L'idée étant de valoriser la filière au sein de l'économie circulaire pour mettre en avant les différents travaux. Le premier point, peut-être quand on parle d'économie circulaire, ça reste une notion relativement large. Donc là, on retrouve ici une définition, en tout cas une roue telle qu'elle est définie par l'ADEME, qui permet de reprendre les bases, on va dire, parce qu'on a souvent tendance à penser que l'économie circulaire peut se limiter en quelque sorte à la gestion des déchets, alors que c'est plus large que ça. Vous le voyez ici, il y a toute la question de l'offre,
de la demande et du comportement des consommateurs et de la gestion des déchets. Donc on le retrouve, mais ça reste seulement une phase quelque part, un aspect de l'économie circulaire. Donc c'est important d'avoir tous ces éléments en tête pour prendre en compte quelque part l'ampleur de l'économie circulaire et d'avoir aussi une définition commune pour avancer sur les points clés et les principaux aspects à la fois de progression et les forces de la filière. Donc ça c'est un premier point. Si on s'intéresse ensuite plus spécifiquement à la pompe à chaleur, donc quelque part la technologie même est intéressante et s'inscrit directement dans l'économie circulaire puisque elle va récupérer directement les calories de son environnement proche pour le valoriser d'un point de vue énergétique. Donc c'est quelque part le premier point et le plus direct qui est lié à cette technologie. Et après, de l'autre côté, il y a des éléments qui donnent, on va dire, un peu plus de challenge, qui sont aussi intéressants quand on parle de l'économie circulaire, parce qu'il y a toute cette notion aussi de remplacement des équipements. Donc, quelque part, d'un côté, dans l'économie circulaire, on va retrouver les notions de réemploi, de réparation et de réutilisation. Mais quand il s'agit aussi de favoriser une technologie qui présente des performances significatives, qui permettent d'augmenter de manière significative l'efficacité énergétique, il faut aussi arbitrer entre un changement d'équipement ou le maintien d'un équipement favorable. Donc c'est aussi intéressant de voir cet aspect-là au sein de l'économie circulaire, et c'est intéressant d'avoir ces différents aspects, de pouvoir arbitrer. C'est aussi ces notions-là qui doivent être traitées. Si on s'intéresse plus précisément à la filière et qu'on regarde les aspects clés et la force aujourd'hui de la filière, donc j'ai représenté le cycle de vie simplifié d'une pompe à chaleur, l'idée étant de montrer la proactivité de la filière. On retrouve différents éléments. Déjà en termes de fabrication, on l'a évoqué plus tôt ce matin, donc 50% des pompes à chaleur RO sont fabriquées en France. On a vu également qu'il y avait énormément ce matin de sites de production en Europe. On voit également le sujet des fluides à faible potentiel de réchauffement climatique, qui reste un point important pour valoriser la filière et réduire son impact sur l'environnement. Ça, c'est aussi deux points clés qui sont liés à la fabrication qu'on peut dès aujourd'hui valoriser, même s'il y a encore des marges de progrès. On voit aussi quelque part tous les efforts qui ont été faits récemment par la filière, donc avec l'utilisation assez large aujourd'hui du R32 et du propane. Sur les aspects distribution et installation, donc je ne les ai pas précisés, ce que nous montrent les travaux de la filière aussi, puisqu'on a réalisé ce que l'on appelle des PEP, donc des déclarations environnementales qui nous permettent de quantifier de manière objective les performances environnementales d'un produit. On arrive à voir en fait que ces éléments-là ne sont pas les plus significatifs en termes de contribution sur l'ensemble du cycle de vie. Ce qui est important, c'est les trois qui sont détaillés, donc la fabrication, l'utilisation et la fin de vie. En termes d'utilisation, le fait, comme je l'évoquais, de capter les calories dans l'environnement proche, donc ça permet d'avoir une haute efficacité énergétique sur ces types d'équipements et en même temps des faibles émissions de CO2 qui sont encore plus fortes dans le contexte français où on a un contenu carbone en électricité qui est particulièrement faible. Donc ça, c'est clairement la force et l'aspect clé de la pompe à chaleur. Et ensuite, sur le dernier point, donc, on a un haut niveau de recyclabilité, on parle de 90%, et on a aussi, d'un point de vue réglementaire, une obligation de récupérer les fluides frigorigènes. Donc on a déjà un certain nombre d'éléments aujourd'hui au sein de la filière qui nous permettent clairement de valoriser et de montrer une proactivité sur les notions d'économie circulaire. Donc ça permet vraiment de s'inscrire dans une boucle vertueuse. Donc, en gros, si je le dis en quelques mots, l'équipement est vertueux et il y a aussi un certain nombre d'actions qui sont mises en place pour améliorer encore cette performance. Ensuite, en termes de perspective, ce qui nous paraît intéressant de valoriser et de promouvoir au sein de la filière, c'est le premier point, déjà, valoriser l'énergie comme la matière. Aujourd'hui, on retrouve dans un certain nombre de labels, par exemple, ce qui était évoqué dans le cadre du label RE 2020 au niveau de l'économie circulaire, c'était uniquement sur la matière. De la même manière, quand on parle dans le label HQE, de l'économie circulaire, on est concentré uniquement sur la matière, ce qui n'est pas valorisant et ce qui ne permet pas de valoriser entièrement l'économie circulaire. Donc d'un point de vue équipement et pompe à chaleur notamment, c'est important d'avoir cette notion bouclée à la fois l'énergie
doit être placé au même niveau que la matière, et c'est de cette manière-là que ça doit être valorisé, parce que sinon on va perdre une partie de la notion d'économie circulaire qui reste primordiale pour valoriser une boucle effectivement vertueuse, ou l'ensemble des boucles vertueuses, pour le dire autrement. Ensuite, sur la partie amélioration continue, donc, je l'ai évoqué, on a effectué des déclarations environnementales qui nous permettent d'avoir une vision objective, tangible des performances environnementales, et ça nous permet aussi d'identifier des marges d'amélioration. Donc ça reste toujours sur l'efficacité énergétique, même si ça reste quelque chose qui est fort pour l'équipement, avec une durée de vie particulièrement longue des pompes à chaleur, ça reste toujours important, et aujourd'hui l'efficacité énergétique reste un point clé à améliorer, donc c'est quelque chose qu'il faudra continuer à développer et valoriser à l'avenir. De la même manière, les fluides, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore de l'amélioration à faire sur ces sujets-là. On a des potentiels d'amélioration, et le dernier point va concerner la matière. On l'a évoqué rapidement aussi avec David Lebanier sur la partie RE 2020, où il y a un indicateur, par exemple, sur la réglementation RE 2020, sur les éléments de construction qui peut être challengeant. Ça aussi, c'est un élément. Quelque part, on a des équipements qui représentent une quantité importante de matière, de l'acier, des composants électroniques. Et ça aussi, c'est un élément important pour améliorer les performances de la filière, de continuer à travailler ces éléments-là pour qu'on puisse progresser et améliorer les performances environnementales. Et le dernier point concerne l'économie de fonctionnalité. On sait qu'il y a déjà des travaux aujourd'hui qui existent sur le système global du chauffage, donc le principe étant de passer de la vente de produits à la proposition d'un service. Il y a pas mal de leviers, je ne vais pas tous les énumérer aujourd'hui, mais il y a notamment une problématique, par exemple, quand on pense à la vente des biens immobiliers. Comment est-ce qu'on va traiter le sujet quand on est sur un système qui est en location, un système de chauffage en location. Donc on participe au sein de l'AFPAC à un projet de recherche sur le sujet qui nous permet d'identifier les différents leviers, de prendre aussi les exemples à la fois sur d'autres filières et sur la filière du chauffage pour qu'on va dire, défriche ce sujet pour pouvoir l'appliquer à terme sur la pompe à chaleur, sachant qu'il y a un autre point essentiel sur le sujet de l'économie de fonctionnalité, qui sont les aides à la rénovation énergétique. Aujourd'hui, on en a lorsqu'on vend un produit. Par contre, quand on propose un service, quand on le met à la location, ce n'est pas encore disponible. Donc c'est un élément qu'il faudra aussi traiter pour rentrer dans ce nouveau système qui présente plusieurs aspects largement intéressants pour favoriser notamment la maintenance, la réparabilité du produit. Ça reste quelque chose qui est particulièrement intéressant. Voilà, j'en ai terminé sur la partie économie circulaire. Merci beaucoup Brice. Voilà, nous en avons terminé avec cette quatrième table ronde sur la filière PAC en mouvement, donc qualité et attractivité. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce que vous avez entendu? Véronique est prête à dégainer. Ils ont été parfaits. Il faut dire aussi que c'est une journée bien dense à laquelle vous avez assisté, et merci d'avoir été présent. Il y a encore quelques personnes dans la salle à côté. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup, tous les quatre, pour cette dernière table ronde.